Bonjour et bienvenue au château de Versailles pour ce numéro exceptionnel de l'Essonne en auteur. Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours fut l'une des dernières paroles de Louis XIV avant de s'éteindre au sein même de ce palais le 1er septembre 1715. À l'occasion de la commémoration des 300 ans jour pour jour de la disparition de celui qui se définissait lui-même comme Nec pluribus impar, nous avons voulu revenir sur le destin et l'œuvre du roi Soleil. Devenu roi à l'âge de 5 ans, il est détenteur du plus long règne de l'histoire de France puisqu'il se maintint 72 ans à la tête de l'État. Ou mieux qu'au château de Versailles, aimable relais de chasse Louis XIII, transformé par la volonté de Louis XIV, le génie de Levaux, de Lenôtre, de Lebrun et de bien d'autres encore, en un domaine palatial, pouvions-nous évoquer son souvenir et ses réalisations. Mon cher enfant, vous allez être le plus grand roi du monde. N'oubliez jamais les obligations que vous avez à Dieu. Ne m'imitez pas dans les guerres, tâchez de maintenir toujours la paix avec vos voisins, de soulager votre peuple autant que vous pourrez, ce que j'ai eu le malheur de ne pouvoir faire par les nécessités de l'État. C'est par ce discours, sous forme d'autocritique, que Louis XIV, sentant sa fin prochaine, prend congé de son héritier. Pour évoquer les derniers instants de Louis XIV, les ombres et les lumières de son règne, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Alexandre Maral, conservateur en chef au château de Versailles, auteur des derniers jours de Louis XIV, et Thierry Sarment, conservateur en chef au musée Carnavalet pour 1715, tous deux également co-auteurs d'un ouvrage collectif sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils, Le siècle de Louis XIV. Il est temps pour nous de les rejoindre dans la chambre du roi. Alexandre Maral, Thierry Sarment, bonjour. Merci de nous faire l'honneur de venir sur le plateau de l'Essonne en auteur, exceptionnellement installé dans la chambre de Louis XIV à Versailles, pour commémorer les 300 ans de la disparition du roi Soleil le 1er septembre 1715. Alors si nous vous invitons sur le plateau de notre émission, c'est parce que vous avez commis des livres, vous avez commis chacun un livre et puis vous avez participé à un ouvrage collectif. Alexandre Maral, vous avez écrit Les derniers jours de Louis XIV aux éditions Perrin. Thierry Sarment, vous avez écrit 1715 avec un magnifique sous-titre que je vous laisse dire. La France et le monde. La France et le monde aux mêmes éditions Perrin, et vous avez tous les deux participé à un ouvrage collectif sous le haut patronage de Jean-Christian Petit-Fils qui reprend un titre de Voltaire qui est Le siècle de Louis XIV. Pour rentrer dans le vif du sujet, puisque nous allons d'abord parler de la mort du roi, c'est à vous, Alexandre Maral, que je vais m'adresser parce que vous êtes conservateur en chef au château de Versailles. Est-ce que quand Louis XIV meurt, il meurt dans cette chambre, et est-ce que le décor que nous voyons autour de nous, si c'est dans cette chambre-là que le roi s'éteint, est celui qu'il a connu? Tout à fait, il meurt dans cette pièce le 1er septembre 1715, à 8h23 du matin, on le sait grâce au journal de Dangeau, et la pièce n'a pas beaucoup changé depuis cette période. Ce sont les mêmes boiseries, ce sont les mêmes peintures, ce sont les mêmes sculptures au-dessus du lit. Le seul changement, c'est les cheminées, mais tout le reste est là. Évidemment, le mobilier qui a été reconstitué il y a une trentaine d'années. D'accord. Alors, votre livre s'appelle « Les derniers jours de Louis XIV » et il commence chronologiquement au mois de janvier 1715 pour évidemment s'achever en septembre. Pourquoi vous avez commencé ce décompte, on va dire, cet effet dramatique en janvier? Est-ce que c'est le premier mois de l'année? Quelle est la raison? Je voulais voir effectivement les derniers moments de Louis XIV, sa dernière année, et commencer le 1er janvier, c'est une date importante pour un roi de France, puisque ce jour-là, on change d'année évidemment, mais lui a la cérémonie de l'ordre du Saint-Esprit, et je voulais voir les dernières grandes cérémonies du règne, qui a très vite évolué. On passe
assez rapidement à la maladie et à la mort. Enfin, le changement est brutal et il y a un très vif contraste entre le début de l'année, janvier-février, de grandes cérémonies encore, et puis ensuite, à partir de juillet-août, tout est beaucoup plus calme, et août, la maladie. Oui, vous avez raison d'insister là-dessus, parce que je crois que c'est quand même assez connu des Français que Louis XIV est mort avec certaines souffrances, vous direz d'ailleurs lesquelles dans quelques instants, mais souvent on a l'impression que ces souffrances se sont éternisées. Et quand on lit en fait votre livre, bien ces souffrances et la maladie dont il est mort, elle s'est déclarée dans les tout derniers jours. Assez tardivement. De quoi est-il mort, Louis XIV? Il est mort de la gangrène, mais ça commence par des douleurs au dos, à la jambe, à partir du 10 août 1715, donc 3 semaines avant la mort, et on ne diagnostique véritablement la gangrène qu'à partir du 24 août. C'est extrêmement tardif. Donc il l'a emporté rapidement. Et il l'a emporté effectivement très rapidement après. Alors vous, Thierry Sarment, dans votre ouvrage, vous parlez des 4 morts de Louis XIV. Donc c'est étonnant parce qu'un homme meurt rarement de 4 morts. Pourquoi parlez-vous des 4 morts de Louis XIV et quels sont ces 4 morts? Alors, la 4e mort de Louis XIV, c'est la mort physique qu'Alexandre évoque dans son livre. Cette dernière mort physique a été précédée de 3 autres morts. Il y a une première mort qui serait aux alentours de 1685-1686, quand la santé de Louis XIV se détériore brusquement. C'est l'époque de l'opération de la fistule, c'est celle où on lui arrache tout un nombre de dents. Et on pense d'ailleurs que cette opération des dents a pu influer sur la révocation de l'édit de Nantes. Donc c'est cette première mort où le roi glorieux, le jeune corps du roi Soleil disparaît pour laisser place à un homme prématurément vieilli, qui est celui qui va tenir le choc malgré tout jusqu'à 1715. La seconde mort, ce serait finalement le prédécès de sa nombreuse descendance en 1711-1712, quand il va perdre successivement eh bien, le grand dauphin, son fils, le duc de Bourgogne, le duc de Bretagne, et où, alors qu'il s'enorgueillissait d'être le souverain avec la descendance la plus nombreuse, d'un seul coup, la succession devient un problème. Et puis la troisième mort, qui serait peut-être une mort politique, c'est les traités d'Utrecht et de Rastatt de 1713 et 1714, où il doit beaucoup concéder pour obtenir la paix après la longue guerre de succession d'Espagne. D'accord, donc 4 morts. Alors c'est intéressant d'évoquer ces souffrances physiques parce que très souvent quand on pense à Louis XIV, c'est un roi qui apparaît tellement figé dans sa fonction que l'aspect humain en disparaît. Alors là on est au moment des ultimes douleurs et justement c'est intéressant de savoir aussi comment Louis XIV s'est comporté par rapport à la douleur physique. Vous faites, Alexandre Maral, référence à quelque chose de civilisationnel qu'on appelle l'ars moriendi le concernant. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Qu'est-ce que c'est l'ars moriendi et en quoi Louis XIV y est fidèle? Et avant d'évoquer la mort, Thierry faisait allusion à ces grandes épreuves des années 1785. Et on a, par chance pour Louis XIV, le journal de santé tenu par ses médecins tout au long de son règne, qui s'interrompt malheureusement en 1711. Mais on a, grâce à ce document exceptionnel, un récit assez bien détaillé de toutes les souffrances des maladies, souffrances que lui infligent surtout les médecins eux-mêmes. Et il a été, il faut le dire, d'un courage pratiquement héroïque pour supporter tout ce qu'il a supporté. Thierry faisait allusion aux dents qu'on lui a arrachées. On cautérisait les gencives à faire rougir au feu, c'est quand même incroyable ça. Et il supportait cela de façon, non seulement il supportait la douleur, mais il évitait de crier, ce qui frappait beaucoup ses contemporains. Mais il était roi aussi dans la douleur. Une certaine maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi, on la retrouve au moment de la mort, et c'est là où on peut parler l'ars moriendi. L'ars moriendi, c'est cet art de mourir, de bien mourir. Et pour un roi de France, et le roi très chrétien, c'est de mourir chrétiennement, en paix avec Dieu, et en laissant, si possible, à son successeur, un royaume gouvernable. Ceci donc pose le problème du témoignage historique. Quels sont les grands témoins de cette mort et puis surtout quel est le degré de fiabilité? Parce que dans votre livre en particulier, je crois avoir recensé 8-9 témoins. Bon, certains noms sont assez connus du grand public comme Saint-Simon, mais enfin bon, Saint-Simon, vous le dites, d'abord il a été tué de vengeresse, rien n'est fiable là-dedans. Donc quels sont les grands témoignages et leur degré de fiabilité et puis comment on travaille en tant qu'historien par rapport à ces témoignages? On a la chance pour Louis XIV de posséder un certain nombre de témoignages. Le plus fiable d'entre eux, c'est assurément le marquis de Dangeau, qui était un ami du roi, un proche du roi qui avait accès à la chambre où nous nous trouvons et qui a pu observer. Il a rédigé son journal tout
une grande partie du règne au jour le jour, et au moment de la mort du roi, il a l'impression de vivre vraiment des moments historiques, et donc il rédige, outre le journal, une relation séparée qui se porte uniquement sur les derniers moments du roi. Il y a aussi le journal des frères Antoine. Alors lui, l'un des deux est garçon de la chambre, les deux sont porte-arquebus, ce sont des petites charges au service du roi, mais ils sont là aussi, ils ont accès à l'appartement du roi, ils voient le roi mourir, et ils ont aussi rédigé une relation. Alors le style est évidemment beaucoup moins sûr que celui, de d'Anjou, encore moins de Saint-Simon, mais c'est aussi... mais comme ils sont moins intéressés, peut-être que leur témoignage en est d'autant plus objectif. Oui, très intéressant, pris sur le vif, il y a quelque chose de tout à fait spontané là-dedans. D'autres témoins doivent être évoqués, et puis bien sûr Saint-Simon qui a pu être là à certaines scènes, mais qui malheureusement écrit bien plus tardivement que les événements qu'il relate, et qui a l'art de recomposer et de régler ses comptes. Donc son témoignage est loin d'être le plus fiable. Saint-Simon, c'est un auteur de littérature et pas un historien. Il y a des détails qui peuvent être pris exacts, mais il faut aussi évidemment exercer son jugement critique et être très vigilant là-dessus. Alors vous m'excuserez l'expression que je vais employer, mais ce moment dramatique de la mort du roi et de ce roi en particulier, c'est l'occasion d'un bal de faux cul assez exceptionnel, parce que comme on n'est jamais sûr du moment exact où va mourir le roi, bien certains qui pensent que c'est déjà dès la fin du mois d'août commencent à se rapprocher du duc d'Orléans. Puis manque de chance, la flamme royale reprend, et donc on laisse le duc d'Orléans. Si vous voulez un peu parler de l'attitude l'un et l'autre des courtisans à ce moment-là, et je pense que ça sera universel, hein, ça marchera encore pour aujourd'hui. Oui, ça c'est la cour, c'est un phénomène qui dépasse de largement Versailles. Hein. Mais c'est vrai que ça, c'est Saint-Simon qui le rapporte. Le 27 août, le roi est au plus mal, on pense qu'il va mourir, donc tout le monde va chez le duc d'Orléans. Et puis, il y a l'épisode du charlatan qui arrive de Provence, qui propose un élixir miraculeux. On l'administre au roi après délibération. Et puis, la flamme se ranime. Ça, c'était pas prévu. Et donc, Saint-Simon rapporte que le flot des courtisans retourne vers l'appartement du roi et que le duc d'Orléans est tout seul. Oui. Alors, c'est rapporté avec beaucoup de talent, mais c'est vrai que c'est l'esprit de la cour. Il y a des scènes burlesques. Alors, citez-nous une scène burlesque. Alors, notamment, il y a, quand certains grands dignitaires commencent finalement à changer leur fusil d'épaule, et notamment le chancelier voisin qui, dans un coin, va donner connaissance du contenu du testament de Louis XIV à Philippe d'Orléans, parce qu'il est déjà en train de négocier son ralliement futur. Et tout ce mois d'août a été chargé de tractations politiques plus ou moins occultes, et évidemment interrompu par l'incertitude d'un rétablissement possible de Louis XIV. D'accord. Alors, comme je le disais au début de l'émission, votre livre en particulier, Alexandre Maral, a un aspect dramatique. La construction de votre ouvrage est en écho finalement à la théâtralité de la cour. Et dans la théâtralité, il y a la temporalité, mais il y a aussi les espaces. Et ici, les espaces jouent un rôle. Est-ce que vous voulez un peu faire un point sur le rôle des espaces, comment ils sont occupés en fonction de la douleur du roi, par le roi lui-même, le cabinet de l'œil de bœuf, la galerie des glaces, à quoi servent ces espaces, comment est-ce qu'ils sont utilisés en fonction de cette mort à venir ? Vous avez tout à fait raison de parler de théâtralité, c'est l'arrêt des trois unités qui vaut ici. Unité d'action, c'est la mort, unité de temps, unité de lieu, et l'unité de lieu, c'est cette pièce, tout se passe dans cette pièce où nous nous trouvons, et donc on a d'un côté le salon du conseil, et où sont massés... Alors parce qu'à partir du moment critique de la maladie, ça c'est Saint-Simon qui l'explique, les accès à la chambre sont inversés, c'est-à-dire qu'en temps normal, on accède à la chambre du roi en passant par l'antichambre de l'œil de bœuf, et dès lors que les médecins sont là, que Louis XIV sait qu'il va mourir, on inverse, c'est-à-dire que les médecins sont dans l'antichambre de l'œil de bœuf, qui est transformée en une sorte de pharmacie, et les accès se font par le salon du conseil, donc de l'autre côté. Et donc, mais tout l'élément central, c'est évidemment la chambre, où le roi reste maître du jeu jusqu'au bout, et c'est dans la chambre qu'il fait venir les différents intervenants, les différents serviteurs ou familiers auquel il veut adresser ses derniers discours. Et alors la galerie des glaces, c'est quoi? C'est tous les commérages de la ville? C'est le promenoir, c'est le lieu où se répandent les nouvelles et où ceux qui n'ont pas accès aux antichambres attendent. Voilà. D'accord.
Alors, au moment où Louis XIV meurt, bon, Louis XIV laisse un souvenir très double dans notre histoire, parce qu'à la fois on en est très fier, il y a ce château dont on aime s'enorgueillir, qui est connu dans le monde entier, et puis il apparaît aussi finalement comme à juste titre ou à mauvais titre, vous le direz, comme le catalyseur des tares de l'Ancien Régime. Quel est l'état de la popularité de Louis XIV au moment où il meurt? C'est un roi aimé ou pas? Alors peut-être que nous aurons des divergences là-dessus. Il faut dire, pour commencer, qu'il n'y a pas d'enquête d'opinion sous l'Ancien Régime et que donc l'idée que nous pouvons avoir des sentiments des Français en 1715, nous l'avons à partir de témoignages qui sont des traces, très partielles. Voilà, partielles et partiaux. Oui. Voilà. Vous citez deux sources assez contradictoires, votre livre est assez honnête, à deux moments très différents de votre livre. Vous citez par exemple le passage au moment de l'ambassade de Perse, je ne sais pas quoi, Louis XIV traverse quelque chose où je ne sais plus, il y a quelque chose où Louis XIV est acclamé, où on pose des questions sur la santé du roi, enfin il a l'air d'être très aimé. Et un peu plus tard dans votre livre, et je vais trouver le passage, vous relatez un témoignage de Voltaire, cette fois-ci, qui dit que non, le roi était détesté et qu'il y avait des colibets. Alors vous, dans votre livre, vous citez, je ne sais pas si vous êtes capable de le citer de tête, ce serait bien, je vais essayer de le retrouver, un pamphlet sur Louis XIV qui est assez connu et terrible. Je crois qu'il est dit « le grand-père est un fanfaron », quelque chose comme ça. Quel est l'état de la popularité de Louis XIV? Je pense que c'est très contrasté et évidemment, ce ne sont pas les mêmes, selon qu'on appartient ou non à telle ou telle catégorie de population, on n'a pas la même vision de Louis XIV. Mais c'est évident qu'à la cour, et c'est très net au moment de l'ambassade de Perse, et puis encore au début du mois d'août, le roi est encore acclamé. Et il y a des manifestations publiques d'allégeance à la ville, c'est évidemment différent, et dans les campagnes aussi. D'accord. Mais c'est un roi qui meurt encore craint, respecté? Il est craint et respecté, oui. Voilà, c'est pas Louis XV ou Louis XVI, encore pire. Oui, d'accord. Rien de comparable. Rien de comparable. Il faut voir qu'il y a aussi une opinion, on peut dire versaillaise, et puis Versailles étant une création de Louis XIV, je pense que les Versaillais de 1715 sont comme ceux de maintenant, ils sont très dans l'admiration du roi Soleil. Et puis il y a une opinion parisienne qui, elle, a vu le roi délaisser Paris et donner des signes non équivoques d'hostilité vis-à-vis de Paris, et donc si le roi reste parfaitement légitime, craint et respecté, l'affection vis-à-vis de Louis XIV, elle, est en forte diminution à Paris. Mais ça ne dit rien sur le reste du royaume, pour lequel, là, nous sommes un peu difficile de juger. D'accord. Alors, on sait qu'en général, dans les familles, le moment de l'héritage est toujours un moment polémique. S'agissant d'un roi, c'est donc forcément plus compliqué. S'agissant de Louis XIV, c'est encore plus compliqué, parce que je crois que ça provoque une agitation à l'international. Et puis surtout, à l'occasion de cette mort, il y a un nombre de prétendants qui surprendront d'ailleurs les lecteurs s'ils ne sont pas des historiens avertis. Il y en a même qui s'intitulent déjà Roi de France. Quels sont les prétendants? Quels sont les problèmes de succession que pose la mort de Louis XIV? Son héritier direct a 5 ans au moment où il meurt, donc il y a le problème déjà de la régence. Qui va exercer la régence? Et là, plusieurs hypothèses sont possibles, surtout qu'il y a plusieurs candidats. Et donc, lui Louis XIV désigne dans son testament, mais ça c'est déjà dès 1714, il désigne son neveu, le duc d'Orléans. Mais on sait que le roi d'Espagne, qui est son petit-fils, Philippe V, a des prétentions. Et alors, il les a officiellement, il y a renoncé officiellement au moment des traités d'Utrecht, mais il y revient quand même. Il est toujours dans l'optique d'être reconnu comme futur possible roi de France. Oui, puis je crois qu'il y a un roi d'Angleterre aussi qui s'institue le roi de France. Alors moi, j'avoue, je ne connaissais pas du tout ce détail. Et donc, dans sa titulature, eh bien, il met roi de France. Est-ce que vous voulez expliquer cette chose-là? Alors oui, depuis la guerre de 100 ans, le roi d'Angleterre se déclare roi de France depuis 1328. Et d'ailleurs, dans les armes, comme ça, comme une lettre à la poste. Les grandes armes de l'Angleterre, jusqu'au début du XIXe siècle, sont écartelées d'Angleterre et de France. Et ce sont des prétentions théoriques. Il n'y a pas de Mais Georges danger. Ier s'intitule roi d'Angleterre, de France et d'Irlande.
Donc ça fait quand même comment dirais-je, une succession assez compliquée. Alors concernant la question du testament, c'est pareil, très souvent, et quand on se réfère à Saint-Simon, on a l'impression, donc finalement on sait comment ça se conclut, c'est-à-dire que c'est le duc d'Orléans qui va exercer la régence jusqu'à la fin de sa vie, en 1723, et puis bien Louis XV deviendra très naturellement roi. C'est amusant de voir... Il est roi, simplement, il attend sa majorité. Il est roi, mais il exerce, disons, voilà. Louis XIV avait connu la même situation avec Mazarin. Ce qui est amusant, c'est que finalement, si on faisait un petit peu 5 minutes de people, cette sorte de querelle n'a pas disparu, parce qu'aujourd'hui, finalement, ceux qui se prétendent les héritiers des rois de France sont des Orléans, n'est-ce pas, en France, mais... il existe en Espagne, je crois, un descendant direct des Bourbons, qui normalement ne devrait pas prétendre, mais enfin prétend quand même, sous le titre, je crois, de Louis XX. Donc finalement, on peut trouver encore aujourd'hui des traces de cette... écho de ces, c'est ça, exactement, cette situation. Oui. De cette querelle. Et alors donc, concernant la question du testament, ce que je disais, c'est que Saint-Simon a accusé un petit peu, enfin on retrouve dans Saint-Simon les accusations concernant le duc d'Orléans, de ne pas avoir respecté vraiment le testament de Louis XIV. On parle même d'avoir cassé le testament, et vous dites que c'est tout à fait faux, que le testament n'a pas été cassé. Non, on ne peut pas dire qu'il a été cassé, simplement certaines dispositions ont été modifiées. La principale disposition à avoir été modifiée, c'est celle qui prévoyait que le duc d'Orléans devait être chef d'un conseil de régence, et le duc d'Orléans obtient du Parlement de Paris d'être déclaré régent, tout simplement, donc il sera seul. Et il respecte, grosso modo, sauf quelques modifications, la volonté de Louis XIV. Bien sûr. Et alors vous allez encore plus loin, je ne dirais pas que vous nous en faites un personnage sympathique, mais quand même, vous lui reconnaissez beaucoup de qualités, et le portrait que vous tracez ressemble beaucoup au film de Tavernier, qui doit donc être fidèle historiquement, à savoir que, évidemment, il est accusé par certains de vouloir empoisonner Louis XV, vous dites absolument pas, il a été très correct avec Louis XV, il l'a traité comme un roi, il s'est préoccupé de la suite de son règne, il n'y a pas eu d'ombrage. Parlez-nous quand même de ce successeur, cette personnalité très intéressante, Philippe d'Orléans, successeur de Louis XIV. Alors, Philippe d'Orléans, finalement, est une sorte d'anti-Louis XIV dans son comportement, dans sa philosophie de la vie, dans ses goûts. Alors, Louis XIV est dévot, surtout depuis les années 1680, et en revanche, Philippe d'Orléans est en fait presque ouvertement athée. C'est le premier chef de gouvernement de l'histoire de France à être... ouvertement irréligieux. Bon. Pour un pouvoir qui tient normalement sa légitimité des dieux, donc du droit divin. Par ailleurs, Philippe d'Orléans, lui, aime Paris, ce n'est pas le cas du tout de Louis XIV. Philippe d'Orléans mène une vie très, très libertine, alors que Louis XIV s'est rangé depuis les années 1680. Et donc il y a une tension persistante entre l'oncle et le neveu, et qui a été très loin, puisque au moment de la mort du grand dauphin et du duc de Bourgogne, la rumeur a été répandue que lui était une sorte d'empoisonneur qui aurait cherché à s'emparer du trône. Il aime l'Angleterre, ce qui n'est pas le cas de Louis. Absolument, il est anglophile. Alors il y a aussi, ça va très loin, puisque donc quand à Versailles on protège la musique française, eh bien voilà que le régent s'institue comme diffuseur et promoteur de la musique italienne. Donc il y a une façon de prendre le contre-pied presque systématique de tout ce qui se fait auprès de Louis XIV et Madame de Maintenon. Mais si on creuse un peu les choses, on voit que c'est assez superficiel, puisque à moyen terme, on va s'apercevoir qu'en fait, il y a une continuité politique assez nette entre les grands choix effectués par Louis XIV à la fin de son règne et ceux que le régent défendra jusqu'à 1723. D'accord. Alors après ce petit moment consacré au régent, ce qui était tout à fait légitime, puisque c'est le successeur premier de Louis XIV, le successeur politique, il y a une phrase, moi, qui m'a interpellé dans votre livre, Alexandre Maral. Vous dites à propos de Louis XIV et de sa mort que c'est la dernière grande mort d'un chef d'État en exercice. Mais Louis XVIII est mort en exercice. Oui, bien sûr, ce n'est pas la dernière mort, c'est la dernière grande mort. C'est-à-dire, c'est la mort qu'il voit venir, même s'il a appris tardivement qu'il allait mourir à cette fois-ci, mais dès qu'il le sait qu'il va mourir, eh bien, il organise vraiment ces derniers instants, il leur donne toute la publicité qu'il faut, et il donne le spectacle d'une grande mort, d'une grande et belle mort, d'une grande mort chrétienne.
Qu'on ne retrouve pas après lui, selon vous. Alors, chez Louis XVIII, en tout cas, pas chez Louis XVIII, tout à fait, pas chez Louis XV, ouais. où c'est allé beaucoup trop vite. Louis XVI, bon, c'est un cas à part. Après, donc, c'est Sadi Carnot, mais qui est assassiné. C'est Félix Faure, là, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Absolument, lui-même s'était étendu. Et puis Georges Pompidou, qui était un peu occulté quand même. Ce n'était pas une mort spectacle comme celle de Louis XIV, loin de là. D'accord. Alors, très souvent, on fait dire au moment de leur mort à des souverains, à des présidents, des phrases extraordinaires. En Angleterre, Georges V, cancéreux au dernier degré, aurait dit « Comment va l'Empire ?» Il serait éteint après dire ça. Et là, vous faites dire, pas exactement au moment de sa mort, mais enfin assez proche, à Louis XIV, « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ». Alors d'abord, est-ce que cette phrase, elle est attestée? Parce que l'État, c'est moi, on sait qu'il ne l'a pas vraiment dit. Est-ce que celle-ci, elle est attestée? Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est une phrase extraordinaire. C'est une phrase qu'il prononce le 26 août, qui est attestée par plusieurs sources, notamment d'Anjou. Ce n'est pas la dernière phrase qu'il est prononcée. La dernière phrase, c'est « Mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir ». Et ça, c'est dans le 31 août. Mais le 26 août, c'est la grande journée des adieux. Il le convoque dans sa chambre, dans la pièce où nous nous trouvons, successivement, les princes de sa famille, le curé de sa paroisse, son successeur, les officiers, les princesses, Madame de Maintenon. Et c'est aux officiers de son entourage qu'il adresse cette phrase « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ». Officiers qui ont l'habitude de servir son corps, d'être au service du corps physique du roi. Et c'est très intéressant qu'il leur dise cela. Et il leur explique en fait que son corps est mortel, bientôt il n'y aura plus rien, mais que l'État demeurera toujours. Que le pouvoir dont il est détenteur. Voilà. Et c'est en somme ce que représente dans cette chambre le relief au-dessus du lit qui n'est pas un portrait du roi, mais qui est une allégorie de la France. Et cette représentation de la France, elle est là pour signifier aussi que Versailles a été un moment important dans l'histoire politique du pays, où on passe d'une monarchie parfaitement incarnée dans la personne d'un souverain et qui a quelque chose de plus abstrait, de plus durable, la construction d'un État et qui survit effectivement à tous les chefs d'État et même aux dynasties finalement. D'accord. Alors cette phrase, évidemment politique, nous permet d'envisager le bilan de Louis XIV et au premier titre le bilan politique. Bon, d'abord, le profil du souverain. Qu'est-ce que c'est comme roi Louis XIV? C'est-à-dire, d'abord, quelles sont ses capacités intellectuelles? Comment est-ce qu'il exerce son métier de roi? Quel est le profil de Louis XIV en tant que roi? Alors là aussi, les opinions sont parfois divergentes sur les capacités de Louis XIV. Un témoin qui est assez objectif et un peu distancié, qui s'appelle Spanheim, qui a été l'ambassadeur de l'électeur de Brandebourg à Paris et à Versailles dans les années 1680, estime qu'il avait des capacités intellectuelles peut-être moyennes, mais que c'est par l'expérience, par la routine du pouvoir qu'il a d'une certaine façon monté en puissance. Et alors, le roi de 1710 n'est pas celui de 1760. Il a pris ce qu'on pourrait appeler de la bouteille. Donc c'est le plus long règne de l'histoire de France. Voilà. Et donc si peut-être le terreau intellectuel de base n'est pas exceptionnel, certainement il est devenu un peu comme ces vieux crocodiles, ces chefs d'État africains qui se perpétuent sur des dizaines d'années et à la fin deviennent des vieux sages qui s'imposent à tout le continent. D'accord. Le plus long règne de l'histoire de France, mais de l'histoire tout court, 72 ans de règne, c'est énorme. Tout régime confondu. Tout régime confondu. Et donc une expérience, une formation par l'expérience incroyable, puisque les années de la Fronde lui ont énormément appris. Mazarin a été un formateur. Il a retenu enfant les leçons. Mais alors surtout, il a une autre... alors on ne sait pas si c'est une qualité ou un défaut, ça dépend qui considère ça, mais il a une autre disposition intellectuelle, c'est sa capacité de dissimulation que tout le monde relève, que ce soit Saint-Simon ou des gens même qui lui sont favorables, qui voient ça comme une qualité. Qu'est-ce que c'est cette capacité de dissimulation? Comment il s'en sert? Qu'en penser? Ça apparaît très jeune, c'est au moment de l'arrestation du cardinal de Ré. Et toute sa vie, qui fait semblant d'être ami et qui l'arrête. C'est un des rares traits de personnalité qui, effectivement, s'aperçoit de l'enfance jusqu'aux derniers jours. Et d'ailleurs, dans les dernières heures, les derniers jours, il y a un jeu assez trouble entre le roi et le duc d'Orléans, où là aussi, on peut dire que est-ce que Louis XIV n'est pas, est-ce qu'il dissimule vis-à-vis du régent ou vis-à-vis du futur régent,
ou vis-à-vis de Madame de Maintenon et de la vieille cour. Voilà. Et ça laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. On sait pas. Voilà, exactement. Alors, on peut dire une autre qualité intellectuelle, une autre qualité de monarque, c'est que c'est un bourreau de travail. Ça, tout le monde reconnaît qu'il est très tôt au travail, qu'il passe un temps fou sur les dossiers. On le voit dans votre livre, même très malade. Il y a deux choses à quoi il s'astreint absolument. C'est d'abord... J'étais surpris, je savais évidemment que c'était un roi très religieux sur la fin, mais alors les cérémonies religieuses occupent un temps fou dans sa journée, et quand ce n'est pas les cérémonies religieuses, il est penché sur les dossiers, il fait des réunions. On dit qu'aujourd'hui il y a la réunionnite aiguë, mais Louis XIV avait la réunionnite aiguë. Thierry a écrit un livre, Régner et gouverner, où il montre que le roi gouverne, c'est-à-dire qu'il s'occupe, il prend part aux affaires. Alors, bon, ça n'est pas comme les présidents actuels qui signent des parapheurs. Le travail, en fait, passe par ce qu'on appelle les conseils, donc des réunions assez formelles, mais qui sont à un rythme quotidien, donc beaucoup plus dense que les actuels conseils des ministres. Et puis, par une autre forme de travail, qui est ce qu'on appelle l'alias, c'est-à-dire des séances en tête-à-tête avec tel et tel ministre ou chef de grande administration. Donc le roi lit peu, mais se fait beaucoup lire. Et c'est un travail qui est en grande partie oral, qui laisse finalement relativement peu de traces écrites de Louis XIV lui-même. Parfois, il annote des rapports. Donc, ce qui fait d'ailleurs que l'historien est parfois embarrassé parce que les séances de conseil ne donnent pas lieu à procès-verbal, donc on ne sait pas ce qui s'est dit, sauf si un témoin a laissé des mémoires. Et pareil pour l'alias, on est loin d'avoir tous les documents qui ont été traités dans ces séances. Et vous aviez raison de souligner aussi la présence à la chapelle. Ça fait partie du métier de roi. Louis XIV est un roi sacré, très chrétien, et donc il se montre à la chapelle tous les jours, et ça occupe une partie... Quand il est très malade, même encore ici, il fait une sorte de une petite chapelle. Enfin, alors, devant la cheminée qui me fait face est dressé un hôtel provisoire, et c'est là qu'est célébrée la messe tous les matins. D'accord. Alors d'ailleurs, Mazarin lui reconnaissait cette qualité, puisqu'il disait même déjà très jeune qu'il y avait en lui de quoi faire 4 rois et un honnête homme, il me semble. Maintenant, ces grandes réalisations politiques. Bon, d'abord, pour rebondir cette fois-ci sur l'ouvrage collectif auquel vous avez participé, pourquoi parler du siècle de Louis XIV? On ne parle pas du siècle de Louis XV, etc. Pourquoi le siècle de Louis XIV? C'est parce qu'il a occupé beaucoup de temps? Ça se justifie, c'est la seule chose? Oui, c'est long, puis ça a été vu comme une période assez unitaire, je pense au Boileau, Perrault... Il y a une coïncidence entre le renforcement de l'État, la monarchie administrative qui se déploie, que Louis XIV n'a pas inventé, mais auquel il donne une forme qui va subsister jusqu'à la Révolution, et puis une espèce de floraison des sciences, des lettres, des arts, un classicisme qui se veut comme une sorte de nouveau siècle d'Auguste. Et donc c'est par référence à ce qu'on appelle siècle d'Auguste qu'on imagine un siècle de Louis XIV. C'est d'abord un élément du discours officiel de Louis XIV et de ses ministres et qui va finalement s'imposer à l'historiographie. Et en 1687, le grand poème de Perrault, prononcé à l'Académie française, le siècle de Louis le Grand, qui est le premier à faire la synthèse, cette idée qu'on a affaire à un siècle, un règne unitaire qui est capable de rivaliser avec un siècle. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut porter, selon vous, à l'actif du bilan politique de Louis XIV? Est-ce que d'abord on peut retenir que c'est, par exemple, le modernisateur de l'État, le père de la France moderne, celui qui lui donne aussi ses limites géographiques actuelles? Qu'est-ce qu'on peut porter à son crédit politique? Alors, je dirais que c'est vrai que l'Hexagone se constitue sous Louis XIV, mais c'est un peu le fait du hasard, puisque ce sont des frontières qui se sont figées après la guerre de succession d'Espagne, et les ambitions de Louis XIV, finalement, portaient au-delà de ces limites de l'Hexagone actuel. Donc le bilan territorial, il est un peu contrasté. Toutes les conquêtes de Louis XIV sont en fait préparées par les cardinaux ministres Richelieu et Mazarin. Pour ce qui s'agit de l'œuvre intérieure, l'œuvre administrative, elle est aussi dans la continuité de ce qui s'est fait dans la première partie du XVIIe siècle, notamment sous Richelieu, avec l'installation des intendants de province, notamment, les ancêtres lointains des préfets, mais il est vrai qu'il y a une structure d'État qui se met en place, une proto-bureaucratie qui annonce l'État contemporain. Et alors les grands échecs maintenant, d'abord peut-être en matière religieuse, un des plus gros est comme la révocation de l'Édit, une bourde énorme. Quels sont les grands échecs? Le jansénisme aussi. Louis XIV voulait résoudre ce problème et il lègue à son successeur une situation qui est loin d'être réglée, qui est même assez empoisonnée et qui va empoisonner tout le règne de Louis XV. Et le bilan des relations internationales, ça c'est intéressant aussi.
Parce qu'on voit toujours un règne autocentré, la France, enfin, on est la France dans le monde. Alors qu'est-ce que c'est le bilan des relations internationales? Et puis beaucoup de guerres. Alors en 1715, la France est toujours la première puissance de l'Europe, c'est d'ailleurs le pays le plus peuplé, il y a 20 millions de Français contre 14 millions de Russes ou 7 ou 8 millions de Britanniques. C'est la première puissance de l'Europe, mais c'est une puissance qui n'est plus prépondérante comme elle a pu l'être dans les années 1660 à 1690. Et il y a l'ascension d'autres royaumes, d'autres États, qui fait que la France ne va plus être qu'un élément d'un concert européen qui, lui, va se perpétuer jusque vers 1914, on peut dire, jusqu'à ce que les États-Unis, eux, interviennent dans la scène internationale. Il y a eu deux guerres très difficiles, la guerre de la Ligue d'Augsbourg et puis la guerre de succession d'Espagne, qui ont été longues, plus le climat, la détérioration du climat, avec les hivers terribles de 1693, 94 et puis 1709. Absolument. Alors, il y a un autre bilan dont on ne peut faire l'impasse et qui est presque toujours aujourd'hui un mystère pour les universitaires, c'est le bilan culturel. Parce qu'on assiste à une chose très très rare sous Louis XIV, une espèce de conjonction de génie artistique qui encore aujourd'hui, nous sommes dans une période de recul culturel, même dans les écoles finalement, les noms d'auteurs qui sont les plus connus du dernier des élèves de classe, avec un bonnet d'âne, c'est quand même Molière, c'est quand même La Fontaine, je ne dis pas qu'ils en connaissent grand-chose. Et à côté de ça, en architecture, dans l'art des jardins, dans les arts décoratifs, en littérature, évidemment, en philosophie. Enfin, on ne sait pas par où regarder. On a comme ça Madame de Lafayette, Madame de Sévigné. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle conjonction? Quelle est votre version? Et puis, est-ce que cette conjonction, elle lui doit quelque chose? Versailles est un petit peu le symbole de cette apogée artistique. Il concentre, mais il n'explique pas forcément. On ne comprend pas de pourquoi cette concentration. Oui, Versailles est le symbole, le résultat. Le résultat. Et c'est vrai qu'il y a un nombre de talents incroyables. Alors, est-ce que c'est le roi qui les a suscités? Probablement non, mais il les a reconnus, il leur a donné une place, il les a encouragés, il les a fait travailler. Et ça, c'est déjà considérable. Prenons l'exemple des peintres et des sculpteurs. L'Académie royale de peinture et de sculpture est une fondation de la jeunesse de Louis XIV. Ce n'est pas lui qui l'a fondée, mais il la dote de statut. C'est une institution qu'il protège, qu'il prend en main et qui va devenir la pépinière de la plupart des artistes qui vont travailler pour lui, notamment à Versailles. C'est une époque de grande production, de grande productivité. Alors, production et productivité, ça n'est pas forcément créativité. On peut estimer que le premier XVIIe siècle serait peut-être plus créatif, mais sous Louis XIV, ont été mis en place des cadres qui ont permis une commande publique massive, avec les grands chantiers royaux à Paris, à Versailles, et puis les académies qui font que les savants, les artistes ont eu les moyens de leurs ambitions. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous poser une question un peu polémique, puis deux questions moins polémiques, vous choisirez dans les trois. Nous tournons cette émission peu après, justement, toute une polémique autour des programmes, de la réforme des programmes scolaires au collège, et en particulier de l'enseignement de l'histoire. Et on trouve justement que dans ce qui est prévu, il y a un recul de l'enseignement, par exemple par personnage et par grand personnage, que quelque part notre histoire, notre grande histoire s'estomperait. Bon, quelle est votre opinion, si vous en avez une, sur cette réforme des programmes d'histoire au collège? Comment expliquez-vous que les Français soient si attachés à cet enseignement par personnage, qui pour un vrai historien apparaît comme démodé, quoi. Voilà, on n'enseigne plus par les grandeurs d'un personnage, mais plutôt pris dans un tissu. Ce qui voudrait dire que le règne de Louis XIV sans Louis XIV aurait pu se passer de la même façon. C'est une très bonne réponse que vous êtes en train de dire. Voilà, ôtons Louis XIV de ça, qu'est-ce qu'il en reste? C'est ça. Donc finalement, vous dites que les grands personnages ont leur importance dans l'histoire. Pour Louis XIV, il me c'est semble. Indéniable. C'est indéniable. Ouais. Le paradoxe, c'est que sous Louis XIV, on n'enseignait pas l'histoire, ou très peu, dans les collèges. Et l'identité de la France par l'histoire, c'est quelque chose qui se met en place finalement assez tardivement au XIXe siècle. L'enseignement des collèges du XVIIe et du XVIIIe siècle, il repose essentiellement sur les lettres latines, les humanités, et les lettres françaises n'arrivent qu'en second lieu dans le courant du XVIIIe siècle, et l'histoire reste une matière très, très secondaire qui a plutôt une vocation morale. Donc le débat actuel finalement procède d'un changement culturel qui a eu lieu au XIXe siècle, qui a fait de l'histoire la colonne vertébrale de l'identité française. Alors par exemple,
qu'est-ce que peut représenter l'enseignement d'un personnage comme Louis XIV pour un jeune de 2015, puisque nous tournons cette émission par rapport à 1715 ? Alors, la mythologie autour de Louis XIV a été très puissante jusqu'à la fin du XXe siècle, puisque sous le général de Gaulle, on faisait un parallèle comique entre de Gaulle et Louis XIV. Et ce qu'on peut observer maintenant, c'est qu'il y a une espèce de crise, non seulement de l'histoire, mais aussi des grands hommes de la France, puisque est-ce qu'il y a encore des grands hommes? Et s'il n'y a plus d'histoire de France, s'il n'y a plus de ce fameux roman national, c'est une question qu'on peut se poser. Et Louis XIV, comme tous les est finalement victime de la même désaffection qui peut frapper Napoléon, de Gaulle ou tout autre grand homme. Je ne pense pas que son cas puisse être séparé de celui des autres. Alors j'ai commencé cette émission en m'interrogeant sur la structure dramatique de votre livre. J'aimerais la conclure en m'interrogeant sur le titre du vôtre. Il s'appelle principalement 1715 et j'ai trouvé le choix de cette date assez interpellant parce que 1715 c'est trois choses. 1715 c'est la mort de Louis XIV, donc c'est finalement le consacré quelque part, c'est par rapport à lui. Mais 1715 puisque c'est sa mort, c'est aussi sa disparition, donc c'est quelque part lui tourner le dos. Et puis on ne peut quand même pas résumer tout 1715 à un homme, il y avait quand même des populations en France et ailleurs. Qu'est-ce que vous avez voulu signifier avec le choix de ce titre, vous ? Alors, j'ai voulu montrer que la mort de Louis XIV, qui est pour nous le grand événement de 1715, est un événement relativement important pour l'Europe, encore qu'il se passe au même moment une grande révolte en Écosse, qui certainement a plus d'implications politiques pour les années qui suivent, et puis que pour le reste du monde, c'est un non-événement, puisque le reste du monde ignore l'existence de Louis XIV. Oui, c'est ce que vous dites. Vous dites par exemple que pour vous, le héros de 1715, c'est moins Louis XIV ou le duc d'Orléans, par exemple, que Pierre le Grand. Vous montrez très bien dans votre livre l'émergence de l'Empire russe. Vous expliquez que c'est une vision erronée de voir la France comme la première puissance mondiale, qu'en réalité ce serait plutôt la Chine, mais comme c'est un monde qui n'est pas connecté, on ne s'en rend pas compte. Pour conclure cette émission, j'aimerais lire l'épigraphe que vous avez choisie pour votre livre et qui est tirée d'une réponse à un discours de réception de Fernand Braudel à l'Académie française, qui ne manque pas de sel, un père de l'histoire moderne, par Maurice Druon. Alors je vais lire ça, c'est un petit peu long, mais c'est très intéressant, puis je vous poserai la dernière question de l'émission. Voilà ce que dit Maurice Druon. « Je tiens que toute vocation d'historien traduit, trahit ou dissimule une volonté de puissance. Même chez les plus timides, et justement parce qu'ils sont timides, l'histoire est un substitut à l'appétit de pouvoir. On règne sur le passé, faute de pouvoir régner sur le présent. L'historien événementiel se glisse dans la peau des rois, les traite d'égal à égal, les critique, les juge, les redresse, les condamne, voire Machiavel exilé dans son auberge de roulier. L'historien non événementiel, l'historien des globalités, est plus ambitieux encore. Il révèle un plus haut désir de domination, il veut embrasser le monde et s'assoit sur le nuage de Dieu. Eh bien, je vais retourner cette épigraphe contre vous deux, en guise d'amabilité pour prendre congé. Est-ce que vous, en vivant au château de Versailles, et vous-même en traitant continuellement dans votre œuvre de Louis XIV, est-ce que l'un et l'autre, il vous arrive de vous prendre pour Louis XIV ? Non, de prendre pour le roi, non. Mais on a l'impression de vivre dans sa familiarité, puisque les lieux... Vous êtes dans ses meubles. On est dans ses meubles, et il y a une proximité comme ça. Disons qu'il y a une contamination. Ah, il y a quand même une contamination. Enfin, vous ne vous mettez pas encore en perruque et manteau d'hermine. Non, nous résistons à la tentation. La tentation existe quand même alors. Alexandre Maral, Thierry Sarment, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de votre venue sur le plateau de l'Essonne en hauteur, exceptionnellement installé dans la chambre du roi au château de Versailles à l'occasion des commémorations des 300 ans de la disparition du roi Soleil. C'est ainsi que nous prenons congé de nos téléspectateurs en leur disant au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en hauteur.